Bonjour et bienvenue dans Express Orient, l'émission qui revient sur les grands titres de la semaine au Proche et au Moyen-Orient. Au sommaire, cette semaine, être médecin à Alep, comment soigner tout en survivant soi-même. Vous verrez l'entretien de France 24 avec un homme qui continue malgré tout de faire ce qu'il peut. Alors que l'Irak tente de repousser l'organisation de l'État islamique, nous ferons un tour à Bagdad où les restaurants ne connaissent apparemment pas la crise. Et 3 ans après les manifestations de la place Taksim à Istanbul, où sont ceux qui espéraient tant faire tomber le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan? À suivre l'enquête de notre correspondante à Istanbul. Depuis des mois maintenant, Alep vit sous les bombes. Des milliers de civils y survivent comme ils peuvent et font ce qu'ils peuvent aussi pour se soigner. En effet, dans la deuxième ville syrienne, les hôpitaux eux-mêmes sont devenus ces derniers mois des cibles. Les médecins qui n'ont pas été tués ont pour la plupart fui, mais pas tous. Certains restent pour tenter d'aider justement une population qui n'a jamais autant souffert. France 24 a reçu un de ces médecins. Il vit et travaille dans l'ouest d'Alep, la partie contrôlée par le régime. Regardez. La situation sanitaire et humanitaire est lamentable à Alep parce que l'eau est coupée à Alep, l'électricité aussi, il y a une pénurie de médicaments et donc ce ne sont pas les bonnes conditions pour qu'il y ait une bonne situation sanitaire. À Alep-Ouest, il y a au moins entre 1000 et 1500 médecins qui continuent à exercer. Donc il y a des médecins dans toutes les spécialités, quoique il y a eu l'exode de 70% des médecins de Syrie qui ont quitté la Syrie. Du côté Alep-Est, occupé par les rebelles, on dit qu'il y aurait entre 30 et 40 médecins qui sont encore sur place. La souffrance, on peut s'y habituer, mais elle reste toujours très violente. Mais on s'habitue, par exemple, au début de la guerre, quand une bombe tombait, les gens se figeaient ou bien couraient se réfugier. Maintenant, une bombe tombe à 100 mètres, les gens continuent à circuler dans la rue comme si de rien n'était. Le besoin essentiel, c'est l'équipement médical qui doit être remplacé parce qu'il est détruit ou usé et qu'on n'arrive pas à remplacer. Pour les médicaments usuels pour les maladies ordinaires comme l'hypertension, le diabète, etc., il y en a sur place parce qu'il y a encore des usines pharmaceutiques qui travaillent en Syrie, qui importent du produit brut de Chine ou d'Inde et qui fournissent le marché syrien en médicaments ordinaires. Mais alors, les médicaments de dernière génération, surtout les antibiotiques importants qui sont nécessaires pour soigner les blessés de guerre, les polytraumatisés, il n'y en a plus. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la frontière syrienne, en Irak, la lutte contre l'organisation de l'État islamique s'est intensifiée cette semaine. À Falloujah, les forces spéciales irakiennes ont lancé la phase finale de leur assaut pour tenter de reprendre la ville. Une ville qui est entre les mains des djihadistes depuis maintenant 2 ans. Et puis, plus au nord, des milliers de combattants kurdes ont lancé une offensive qui vise à les rapprocher de la deuxième ville du pays, Mossoul. En Irak, où la violence est depuis longtemps une réalité quotidienne pour les civils ces derniers mois, avec la lutte contre l'organisation de l'État islamique, la situation s'est encore empirée. En 2015, plus de 16 000 civils ont été tués dans le pays, soit 4 fois plus qu'en 2012. Pourtant, la vie à Bagdad continue et les civils font justement tout ce qu'ils peuvent pour essayer de profiter des bonnes choses, notamment des plaisirs de la table. On part tout de suite dans la capitale irakienne où un nouveau restaurant ouvre ses portes tous les 3 jours. Reportage de notre correspondante Anne-Sophie Lemauve. Toutes les 72 heures, un nouveau restaurant ouvre ses portes à Bagdad. Une capitale qui en compte déjà près de 3000, soit 40% de plus qu'en 2013, lorsque les conditions sécuritaires et économiques étaient meilleures. Parmi les plus cotés, le restaurant 5 étoiles Oyun Bagdad. Une plongée dans le vieux Bagdad des années 20 et compte des 1001 nuits, fréquentée depuis 2 ans par la bourgeoisie irakienne. Nous sommes constamment sous pression. Vous connaissez la situation dans notre ville, Bagdad, et notre pays, l'Irak. C'est difficile. Pour se relaxer et se rafraîchir les idées en Irak ou à Bagdad, on a comme possibilité les restaurants ou les cafés. Dans ce Bagdad culinaire, un nom, Inas Al-Sarraf, seul critique gastronomique en Irak. Une passion, mais pas encore un métier. Inas Al-Sarraf dépense plus d'un tiers de sa paye dans les restaurants. En 4 ans,
il en a fréquenté plus de 1000. Les hommes d'affaires qui avaient des usines, des hôtels, des entreprises de construction, ces hommes-là investissent aujourd'hui dans des restaurants. Ce sont de bonnes sources de revenus, parce que ça peut rapporter 2000, 4000 $ par jour. Il est l'auteur du guide en ligne Les restaurants de Bagdad. Orienter les Irakiens sur ce qui se fait de mieux en matière de cuisine est loin d'être sans risque. Si je prends une photo dans un restaurant qui se trouve dans la zone rouge et qui a subi des attaques terroristes, par exemple, ils vont m'arrêter et me dire « Tu vas nous prendre pour cible? T'es un terroriste ?» Alors tu vois, c'est beaucoup de problèmes. Hadji Salam surfe sur cette morosité ambiante. Ce quadragénaire vient d'inaugurer le 3e restaurant de la chaîne Skouzi, mélange de cuisines orientales et occidentales. Coût de l'entreprise, 2 millions de $, avec à la clé une belle promesse de réussite. Malgré tout ce qui se passe en Irak, les problèmes sécuritaires et autres, les familles irakiennes continuent d'aller au restaurant. C'est bien connu, en Irak, tout ce qui est lié à la nourriture ne s'arrête pas. Ce restaurant, l'un des plus populaires de la capitale, a été la cible de 3 attentats. Pour reconstruire, Abou Ahmed a dû débourser à chaque fois plus de 20 000 $. Et pourtant, pas question pour lui de renoncer. Qu'ils explosent, qu'ils tuent, qu'ils égorgent, qu'ils brûlent, nous on reste. Rare source de divertissement à Bagdad, les restaurants sont autant de défis lancés au terrorisme. Les Iraniens n'iront pas à la Mecque cette année. Téhéran et Riyad se reprochent mutuellement d'être responsables de l'échec d'un accord sur les modalités de l'organisation du Hadj en septembre. Ceci 1 an après la bousculade meurtrière qui avait tué 2400 pèlerins. Les explications de Leila Sali. Tous les ans, ils sont plus de 2 millions à participer à la lapidation des stèles symbolisant Satan, l'un des rituels du Hadj, le grand pèlerinage annuel des musulmans à la Mecque. Mais cette année, dans la foule, il n'y aura aucun Iranien. Une décision prise dimanche par Téhéran. L'Iran accuse les autorités saoudiennes de ne pas être capables d'assurer la sécurité des pèlerins. Riyad a de son côté qualifié les conditions fixées par Téhéran d'inacceptables. L'Iran a demandé le droit d'organiser des manifestations qui sortent du cadre habituel de l'organisation et créeront le chaos pendant le Hadj. Une allusion aux manifestations dites de l'aversion des athées. Des rassemblements hostiles aux États-Unis et à Israël que les fidèles chiites iraniens tentent chaque année d'organiser à la Mecque. Riyad et Téhéran ont tenté de se mettre d'accord pendant des semaines sur les conditions de sécurité du pèlerinage de cette année. En septembre dernier, une gigantesque bousculade a fait 2300 morts, dont plus de 400 Iraniens. Des discussions qui se sont déroulées dans un climat tendu. Les 2 pays rivaux ont rompu leurs relations diplomatiques en janvier dernier. Pour protester contre l'exécution par le régime saoudien d'un haut dignitaire chiite, des manifestants iraniens ont attaqué l'ambassade saoudienne de Téhéran, fermée dans la foulée. Ce n'est pas la première fois que les musulmans iraniens sont privés de pèlerinage à la Mecque. En 1987, leur participation a été suspendue pendant 3 ans, après un affrontement entre des pèlerins chiites et les forces de sécurité saoudiennes. Direction maintenant Istanbul, où il y a 3 ans, un petit groupe de personnes se rassemblait dans le parc Gezi pour une manifestation qui allait se transformer en l'espace de quelques jours en une crise politique sans précédent pour le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. Au plus fort de cette crise, 2,5 millions de personnes étaient mobilisées pour une contestation qui allait, en l'espace de 10 jours, faire 8 morts et 8000 blessés. 3 ans plus tard, que sont devenus les manifestants de la place Taksim? Je vous propose tout de suite un extrait de l'émission Billet Retour, signée Fatma Kizilboga. Le parc Gezi, c'est 18 000 m² d'espace vert situé sur la place Taksim, en plein cœur d'Istanbul. Fin mai 2013, les autorités ordonnent sa destruction. Elles y prévoient la construction d'un centre commercial en forme de caserne militaire ottomane. Le projet est vivement critiqué par l'opposition. Au début, ils ne sont qu'une poignée d'écologistes à occuper les lieux et à essuyer les interventions musclées des forces de l'ordre. Les images circulent sur tous les réseaux sociaux. Très vite, le mouvement prend une ampleur inédite et vire au bras de fer avec le gouvernement.
Des dizaines de milliers de citoyens finissent par prendre d'assaut Taksim et débutent un sit-in dans le parc qui durera 2 semaines avant d'être à nouveau dispersés dans la violence. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était un peu ça, Gezi. Ensuite, d'autres revendications sont venues s'y ajouter. Le mouvement Gezi n'était pas la solution à tous nos problèmes, mais ne serait-ce que dans le sens où cela nous a permis de faire une démonstration de force, c'était une bonne dose d'espoir. Il n'existe aucune raison pour qu'il n'y ait pas de nouveaux mouvements comme celui de Gezi. Je dirais même qu'on a plus de raisons aujourd'hui par rapport à il y a 3 ans. On fait face à beaucoup plus de pression et d'injustice. Et cela parfois à cause d'un simple message partagé sur les réseaux sociaux ou pour des propos quelconques, voire même pour une pétition. Je dirais que la pression a augmenté. Et cela, justement, pour qu'il n'y ait pas de nouveaux mouvements comme Gezi. Mais je pense que ces nouvelles pressions vont donner naissance à quelque chose d'autre. J'ai toujours de l'espoir. Soudain, des agents de sécurité interrompent notre interview. Gezi olaylarından dolayı hani yanlış bir haber yapmadan dolayı Büyükşehir Belediyesi'nde 3 ans après le mouvement de contestation, les caméras ne sont toujours pas les bienvenues dans le parc Gezi. Et sur la place Taksim, les moindres regroupements ou manifestations sont systématiquement interdits. Et vous pouvez regarder la totalité de ce reportage en allant sur notre site internet. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous tous de votre attention.